Bienvenue à tous dans ce 51e numéro d'Actupo, votre magazine qui passe au peigne fin toutes les questions brûlantes de l'actualité politique nationale. Alors aujourd'hui, pour débattre donc des faits saillants de l'actualité, nous avons l'énorme plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Moustapha Tall. Il est le président du mouvement des importateurs et commerçants des denrées de première nécessité au Sénégal. M. Tall, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité à votre fameuse émission qui est quand même très suivie et je vous en remercie. Et j'en profite aussi pour saluer tous les téléspectateurs de Mourchid TV. Merci beaucoup. Avec nous également M. Sanou Mbaye. M. Sanou Mbaye est économiste de formation, cadre à l'APR. M. Mbaye, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Salé. Merci aussi de m'avoir invité à votre émission pour débattre du PSE et d'un sujet d'actualité, l'agriculture. Merci donc pour cette invitation et j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs. Merci, M. Mbaye. Alors, l'État du Sénégal prône une économie compétitive. Pour résumer l'ambition du président de la République à travers le PSE, le retour donc probable de l'agriculture, donc c'est probablement l'une des locomotives donc de ce PSE. Alors, comment avez-vous accueilli cette politique, M. Tall? Bon, avec choix, quand même, c'est extrêmement important de faire un tel plan. Parce que vous voyez, des fois, il s'agit même de faire un plan pour un pays, un plan Marshall. Et des fois, quand on est en retard sur beaucoup de choses, il est important de faire un plan de ce type, de cette importance, de cette envergure. Donc, nous ne pouvons que applaudir avec nos deux mains et souhaiter que ça soit une réussite et être prêt aussi à accompagner ce plan qui est un plan extrêmement important pour le peuple sénégalais. Parce qu'il y aura des retombées partout, comme on l'a dit. On n'a pas arrêté de dire ça. Moi-même, j'ai été à Paris, parce que j'ai été invité par APIX pour aller assister à cette démonstration qu'on a eu à faire à Paris. Et c'est quelque chose qui est accueilli par tous les investisseurs, parce que le Sénégal est un pays qui attire, parce qu'il y a l'instabilité politique, il y a beaucoup de paramètres qui font que donc les investisseurs veulent investir au Sénégal et que le plan est accueilli à bras ouverts à travers le monde. D'accord, un plan accueilli à bras ouverts, M. Mbaye. Même question pour vous. Question. D'accord, je partirai d'abord d'un constat. Il se trouve que le Sénégal, ces dernières années, accuse une grande faiblesse sur le calcul de son PIB, qui se situe à moins de 3%. Et nous avons remarqué que dans la formation du PIB, il y a un secteur qui est le secteur primaire, où il y a donc l'agriculture, qui emploie plus de 60% de la population active et ne participe à la formation du PIB qu'à concurrence de 6%, ce qui est très 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 faible. Or, il se trouve que dans ce secteur primaire résident les couches les plus vulnérables. On voit une pauvreté galopante et mieux, il y a un problème de sous-emploi, un problème de chômage, ce qui explique l'exode vers les villes et le développement du secteur informel. Or, il se trouve que lorsque le président Macky Sall accédait à la magistrature suprême, il a pris des engagements. Régler les problèmes alimentaires, régler les problèmes d'emploi, régler les problèmes de l'agriculture. Or, il se trouve, quand on analyse le PIB d'un pays, quand on analyse le PIB, c'est la formation, la création de richesses. Le secteur agricole devrait normalement atteindre des taux avoisinant 15%. Or, 6% reste très faible. Et ceci explique le problème du chômage au Sénégal. Donc, pour dynamiser l'activité économique, il a été élaboré un plan qu'on appelle le PSE. Il y a beaucoup de confusion à l'heure actuelle parce que les gens disent qu'on est parti du New Yorkouté. Après le New Yorkouté, il y a Mimi Touré qui est venu. Après, il y a Abdou Mbaye. Et maintenant, il y a M. John. Et c'est devenu PSE. Mais le PSE, non, c'est un plan qui prend tout. Parce que lors du New Yorkouté, dans la vision du New Yorkouté, le président Macky Sall avait bien dit que je cherche à assurer
la sécurité alimentaire des populations et faire de l'agriculture le levier de la grande transformation économique du pays, de son industrialisation et de la création d'emplois durables. Or, il y a plus de 60% de la population active qui vit dans le monde rural. Les jeunes sortent de l'école sans emploi parce qu'ils ne sont pas bien formés techniquement. Or, il se trouve qu'il faudrait maintenant mettre l'accent sur une impulsion de la création de richesses et d'emplois, renforcer la gouvernance, le développement des secteurs stratégiques. Et parmi ces secteurs, il y a un secteur moteur très dynamique, c'est l'agriculture, qui nous permettra, bon, je ne vais pas monopoliser la parole, tout à l'heure, je montrerai que l'agriculture est vitale. Ce chemin choisi a été décliné par tous les premiers ministres qui sont passés, d'Abdoulaye à Mimi, qui disaient qu'il faut une relance de l'activité économique pour avoir une croissance créatrice d'emplois et de revenus. Or, nous ne pouvons atteindre cet objectif qu'en passant par l'agriculture. Alors justement, ce retour à l'agriculture dont on parle beaucoup, même si ça doit générer des emplois, le secteur ne participe qu'à 7%, vous venez de le dire, 6%, à 6% donc de la croissance. Cette politique n'est-elle pas compromise d'avance? M. Tal, pour ne pas monopoliser la parole, oui. Allez-y. D'accord, merci d'avoir cette courtoisie. Oui. Bon, vous savez, le plan sénégalais émergent est le référentiel économique, le référentiel de la politique économique pour le développement du Sénégal. C'est un plan. Un plan s'identifie comme des prévisions et des solutions pour régler des problèmes dans le futur. Pourquoi l'agriculture a été choisie? Je vous ai dit tantôt que l'agriculture ne représente que 6% du PIB au Sénégal. Souvent, quand on parle de PIB, le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Quand les entreprises sont dynamiques, quand les entreprises se mettent à travailler, à produire, ces entreprises consomment des produits intermédiaires. Mais cette valeur ajoutée, son dynamisme reflète la valeur de l'activité économique. Donc c'est le PIB qui est, disons, le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées de tous les secteurs. Et dans une économie, il y a un secteur primaire, secondaire et tertiaire. Or, au Sénégal, le secteur qui apporte vraiment beaucoup de pourcentage dans le PIB, c'est le tertiaire, à savoir les télécoms et autres. Et ces secteurs n'emploient même pas 10% de la population active. Et l'agriculture emploie presque 60%. Donc le partage se fait entre les techniciens, entre les sociétés étrangères et autres. Mais maintenant, pourquoi l'agriculture? L'agriculture répond à des préoccupations majeures. Nous avons un problème de déficit de balance commerciale. Et ce déficit est accentué par l'importation de riz. Le Sénégal importe 325 milliards de francs CFA de riz tous les ans. Et importer ces riz revient à prendre de l'argent et à financer les agriculteurs de l'Asie du Sud-Est, acheter leurs produits et autres. Or, il se trouve que maintenant, il y a dans le nouveau plan sénégalais, dans le plan Sénégal émergent, on a eu à mettre en place des correctifs. D'abord, on ne tient plus compte des pluies hivernales. On a aménagé au niveau du fleuve plus de 130 000 hectares de terre irriguée, où il est prévu de faire des cultures presque durant toute l'année. Ce seront des cultures, 2 cultures par année. Et c'est à partir de ces cultures, plus ce qu'on fait dans le Ferlo, ce qu'on fait dans les zones pluviales du sud, ce qu'on fait dans le Salou et ce qu'on fait en ce moment à Kédougou, dans l'Anabé et dans plusieurs parties du territoire, on a mis en place une politique agricole où on pourra produire du riz. Mais maintenant, pour produire ce riz, il faut des préalables. D'abord qu'on ait un capital semencier important. Et l'ISRA est en train de travailler là-dessus. On a irrigué des terres, il y a les phosphates, il y a les techniciens qui sont en train d'encadrer les populations, donc il s'impose un retour vers la terre. Et il n'y a que ce retour qui pourrait permettre au Sénégal de régler le problème de l'emploi des jeunes. D'accord.
D'accord, M. Mbaye. M. Tall, l'autosuffisance en riz d'ici 2017, certains sont dubitatifs, alors que d'autres s'interrogent sur les modalités de sa réalisation. Vous y croyez-vous? Oui, on y croit, parce que, comme on l'a toujours dit, hein, j'en fais partie des premiers à aller rencontrer le président de la République pour l'exhorter à régler ce problème d'autosuffisance. C'était en 2003, ça je l'ai dit plusieurs fois. Et en ce temps-là, j'étais pourtant parmi les importateurs. Je le suis toujours, mais à ma sortie même de cette audience, j'ai plaidé la cause agricole. Je voudrais qu'on fasse tout pour doper la production rizicole au Sénégal. Parce que moi, je voyais le côté sécurité. Parce que je sais ce que représente le riz au Sénégal. Et je l'avais dit, si vous n'y prenez pas garde, que vous n'y mettez pas la correction qu'il faut, il peut y avoir une pénurie et ce jour-là, vous ne pouvez pas retenir les gens dans la rue. Et le pouvoir même risque de tomber. Et c'est en ce moment qu'il avait promis d'organiser un conseil présidentiel. Et maintenant, en organisant le conseil présidentiel, il allait faire l'état des lieux pour dire, voilà, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Pour maintenant avancer, on fera ça et ça et ça. C'est ça qu'on appelle le plan. C'est ce que le président aujourd'hui a amené. Parce que nous, on est usagers, on est acteurs, on est sénégalais comme tout le monde, mais on est dans un secteur donné. Mais le pays, c'est un ensemble de secteurs. Le secteur du riz n'est pas plus peut-être important que les autres secteurs. Tous les secteurs sont importants. Mais il y a des ordres prioritaires. Oui. Donc, le riz est une priorité. C'est pour ça que le riz occupe une place très importante dans le plan sénégalais. Mais il reste toujours un plan. C'est un plan, hein. C'est quelque chose qu'on a imaginé, qu'on a réfléchi et le coucher sur un papier. Maintenant, il reste, après l'avoir présenté et démontré, il reste maintenant la réalisation et la concrétisation de cela. Ça demande qu'il y ait des acteurs. Je vous donne un exemple. Vous voulez construire un édifice ici, un immeuble ou quelque chose comme ça. Vous allez consulter un architecte qui ne construit pas. Oui. Mais c'est quelqu'un qui pense, il dessine, il vous présente le plan comme vous le voulez. Après, vous confiez ça à qui? À une entreprise, un entrepreneur. Nous sommes des entrepreneurs. Donc, le plan est réfléchi. Bon, ils ont les moyens de trouver les financements. C'est eux qui doivent aussi emblaver les terres et tout pour augmenter la production. Mais après cela, il faut qu'il y ait une bonne organisation de la filière pour que cette autosuffisance soit réalisée. Mais on ne peut pas le réaliser dans le désordre. Je n'arrête pas de le dire, je ne vais pas lasser de dire qu'on ne travaille pas dans l'anarchie. En matière de riz, le riz, ce n'est pas comme les oignons ou les pommes de terre. Les oignons, pommes de terre, tu peux en temps passer. Mais le riz, c'est indispensable. Mais plus d'importation de riz, la démarche est-elle vraiment légitime, à votre avis, vu l'impact que cela pourrait avoir sur la balance commerciale de notre pays? Pour l'importation? Oui. Non, moi je ne suis pas pour l'importation. Moi je suis pour la production, bien que je suis importateur, mais je suis pour la production locale. Comme je vous l'ai dit, en 2003, c'est ce que j'ai défendu au palais. Je pouvais bien aller défendre autre chose. Mais je suis parti pour défendre le riz, la production rizicole. Et si on m'avait suivi, on serait déjà autosuffisant depuis 2008. C'était en 2003. Si on était autosuffisant en 2008, aujourd'hui on parlait d'autre chose. Le plan serait pour autre chose, ne prendrait peut-être pas en compte le riz. Et aujourd'hui, si on l'avait fait et réalisé l'autosuffisance en 2008, est-ce qu'on serait en train aujourd'hui de parler de croissance de 3% ou 4%? Non, on serait à 2 chiffres. C'est ça l'importance de l'agriculture. Parce que si vous voulez avoir une vraie valeur ajoutée, c'est dans l'agriculture, le secteur primaire. C'est ce qui tire, ce qui amène l'industrie. C'est ce qui amène l'exportation. C'est ce qui diminue l'importation. OK? C'est ça qui fait que l'économie va être dynamisée par ça. Vous ne pouvez pas avoir une économie dynamique en laissant en rate l'agriculture. Il faut mettre l'agriculture au devant. Une fois que l'agriculture est bien faite et qu'il y ait une bonne production, en ce moment, vous installez maintenant l'industrialisation. Vous allez sur la phase industrialisation. Pour industrialiser maintenant, il faut avoir de la matière première sur place. Une fois que vous avez la matière première abondante sur place,
Vous mettez seulement les machines et vous industrialisez. C'est comme ça. Mais on ne peut pas s'industrialiser il ne avant s'agit ça. pas d'une mince affaire. Il va falloir beaucoup investir pour pouvoir y arriver. Non, l'investissement, il faut en blaver, certainement. Mais regardez ce que ça coûte, par exemple, l'importation de riz en matière financière. Regardez seulement combien de milliards nous dépensons sur le riz chaque année. Chaque année, c'est des centaines de milliards qu'on dépense. Mais multiplié par 10, en 10 ans, on est à combien? À des milliers de milliards. Donc, si on emprunte, par exemple, on va aller emprunter sur le plan, sur le PSE. On l'investit dans l'agriculture. On va l'absorber en 5 ans ou en 10 ans. C'est ça le charme. Vous allez chercher beaucoup d'argent, vous l'investissez sur des secteurs donnés. Il y a aussi les banques qui, en ce moment, risquent de mettre la barre très haut. Non, il y a des taux. Il y a des taux préférentiels sur le PSE. Ce n'est pas comme les taux bancaires classiques ici. Même si l'État emprunte aux banques là, c'est à des taux préférentiels, c'est à des taux négociés de 5-6%. Et ça, si vous le prenez et vous l'investissez dans le secteur agricole, la vraie valeur ajoutée se trouve dans le secteur agricole. Donc en ce moment, il ne risque pas y avoir un problème de financement. Non, c'est déjà acquis. Okay. Le financement est acquis. Maintenant, il reste à l'investir. Et si on peut l'investir, mais si on l'investit et qu'on n'assure pas la pérennité, on n'assure pas la rentabilité dans l'organisation, je vous assure que vous allez investir et après, vous ne bougerez pas. Vous allez rester sur place. Et ça, c'est pas bon. On va faire endetter le pays pour rien. Si on s'endette, il faut le mettre dans des secteurs productifs qui permettent de faire changer les choses. Et je pense qu'avec le plan Sénégal émergent, ils ont eu la confiance de tous les bailleurs. Maintenant, il faut le mériter. Il faut mériter cette confiance-là, aller investir cet argent-là, là où vous devez l'investir avec l'accompagnement nécessaire. L'accompagnement nécessaire, comme je vous l'ai dit, c'est l'organisation de la filière, l'organisation de la commercialisation, compter sur les nationaux, ne pas compter sur les étrangers. Je ne peux pas comprendre, moi, au temps où on avait le monopole de l'État, pour avoir même un quota, il te faut un dossier. Il faut être sénégalais, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. On vous donne aussi les conditions d'existence. Quand vous avez le quota, vous devez faire ça et ça, vous devez même faire vos déclarations. On vous discipline même pour que vous vous comportez comme un responsable. Et si vous faites quelque chose qui n'est pas normal, on vous retire le quota. Mais maintenant, arrivé au moment où on doit libéraliser au bénéfice de qui? Au profit de qui? Ça devait être au profit des quotataires sénégalais. Mais non, on a ouvert le marché pour tout le monde. Même n'importe quelle nationalité peut amener du riz et vendre et disparaître. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas une économie, ça. Une économie, on la gère. On la gère comme on gère le lait sur le feu. Mais on ne peut pas laisser le marché ouvert. Surtout même pour un pays développé, vous n'irez pas loin. À plus forte raison qu'un pays sous-développé. Vous allez continuer à être sous-développé. Au lieu d'avancer, vous reculez. D'accord, M. Tall. Donc ce projet mûrement réfléchi et travaillé par des experts, vous ne risquez pas de me dire qu'il s'agit d'une pure utopie? Le plan sénégalais émergent est loin d'être une utopie. Ça a été pensé et ça a été quantifié. Il y a eu des étapes de progression et je vais en venir. Je me réjouis d'abord d'entendre... Et l'autosuffisance en riz d'ici 2017, vous y croyez? J'en viens. Je suis content d'entendre un importateur de riz, Michel Tall, qui est là en train de défendre la production nationale en riz. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Il y a une très grande confusion dans l'explication et l'interprétation du PSE. J'entends des gens dire le PSE, Macky ne réussit pas le PSE. Mais il faut prendre le temps de lire le PSE. Le PSE est un document de 178 pages qui traite de différents secteurs. Et le secteur le plus important est l'agriculture. On assure par le PSE que nous allons atteindre une autosuffisance alimentaire en 2017. Si je devais répondre à cette question, est-ce que nous allons atteindre cette autosuffisance en 2017? En 2017, je dirais, je suis très optimiste parce que toutes les mesures prises et toutes les démarches s'inscrivent dans le champ du possible. Même si vous êtes optimiste, M. Mbaye, cette année, on a connu une mauvaise pluviométrie. Justement. Les récoltes n'ont pas suivi. Vous avez parlé de pluviométrie. Nous ne sommes plus à l'ère où il faut baser l'agriculture sénégalaise sur les aléas climatiques. Et ceci a été prévu dans le PSE. Que dit le PSE? Le Sénégal dispose de 35 milliards de mètres cubes d'eau, dont
31 milliards eau de surface et 4 milliards en eau souterraine. Et le potentiel de sol arable au Sénégal est de 3,8 millions de terres arables. 3,8 millions d'hectares de terres arables. Et ceci montre qu'il y a des atouts donc pour la contribution de l'agriculture au développement économique. Surtout que nous avons remarqué que l'agriculture ne doit plus dépendre des campagnes hivernales qui durent que 3 mois hypothétiques, comme vous venez de le dire. Avec seulement 3% de terres arables consacrées aux cultures à haute valeur ajoutée. Et donc, pour contourner ce problème agricole, on a aménagé la vallée du fleuve, où on a prévu, je pense, 130 000 hectares de terre pour des cultures 2 fois dans l'année, avec une période de repos où il faudrait truquer. Et on veut atteindre avec ces possibilités 101 600 000 tonnes de riz pour atteindre une autosuffisance. Et vous dites que maintenant ces aménagements ont été réalisés. Il y a ce qu'on appelle le PRACAS, c'est le programme pour l'accélération de l'agriculture au Sénégal, programme de relance et d'accélération de l'agriculture au Sénégal. Le PRACAS a dégagé 581 milliards de fonds. Et dans ces 581 milliards, 421,7 milliards, soit 73,2% du PRACAS sont destinés à l'agriculture, particulièrement à la culture de riz. Mais M. Mbaye, malgré tous ces efforts consentis, nous remarquons que l'environnement économique est très pesant pour ces acteurs. Hein? Mais justement, on est en train d'aménager, en plus de ça, des domaines agricoles communs. On est en train de préparer sur le plan technique, parce que pour cultiver autant de surface, il faut un investissement important en matériel. Et il est prévu à l'heure actuelle, un investissement qui porte sur 1000 tracteurs. 1000 tracteurs, 437 000 semoirs, 2500 souleveuses, 2323 tracteurs, 417 moissonneuses, 1000 motoculteurs, 1741 batteuses, 8050 décortiqueuses, 1600 moulins, 250 presses-huile, 20 rizeries et 98 fosseuses, plus autres équipements agricoles divers. Et ainsi le Sénégal va équiper ses riziculteurs, rien que pour le riz. Et en prévoyant, je vous dis, 424,7 milliards, soit 73% du PRACAS pour lancer la culture du riz. Et mieux, il se trouve encore, on entend souvent les gens dire qu'au Sénégal, les gens ne consomment pas le riz local. Il se trouve qu'au niveau de l'ISRA, il y a des recherches qui sont menées à l'heure actuelle. Et l'ISRA dispose de 42 variétés de riz, dont 22 sont actuellement utilisées par les riziculteurs de la région du fleuve. Et mieux, l'ISRA est en train de chercher comment réduire le taux de sucre qui est dans le sucre qu'on appelle amylose. Ils veulent arriver à 0% de taux d'amylose. Et le riz sénégalais à l'heure actuelle contient 4 fois moins de sucre que le riz importé. Donc, sur le plan des maladies métaboliques, notamment le diabète, le Sénégal arrivera par la consommation de ce riz à permettre aux Sénégalais de manger du riz à volonté sans être inquiétés par les problèmes de diabète. Et mieux, on nous parle de riz parfumé importé, mais le riz parfumé dont on parle, c'est des adjuvants, c'est des additifs. Or, les recherches sénégalaises sont en train de trouver un riz parfumé. Vous parlez du riz local? Du riz local, on est en train de chercher un riz local génétiquement transformé et qui va être du riz parfumé. Mais sinon, le riz qui nous vient d'Asie est un riz qui reste 1 an avant d'arriver sur le plat des Sénégalais. Et pendant ce temps, son taux de sucre augmente. Et le riz actuel qu'on consomme n'a que 2% de taux de sucre. Quand les gens disent que le riz actuel n'est pas un bon riz,
déjà, M. Tal qui est importateur, qui adhère au projet de culture du riz, personnellement, ça me rassure. D'accord, merci. Monsieur Baye. Monsieur Tal, certains, comme il a tantôt dit, avancent que cela pourrait déséquilibrer notre balance commerciale. Vous partagez? Oui, pour l'importation massive. Oui, ça déséquilibre, ça a toujours déséquilibré et ça continue à déséquilibrer. D'ailleurs, c'est ce qui nous avait poussé même à dévaluer. Si vous vous rappelez bien, en 1994, la dévaluation a été provoquée par ces importations massives. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Si on veut concrètement réussir ce qu'on doit réussir, c'est-à-dire que réussir l'émergence du Sénégal, il faut changer pas mal de choses. Ça veut dire que l'importation massive des produits qui ne sont pas d'une certaine importance, tels que des produits qui ne sont pas des véritables, vraiment des produits qui ne font que faire sortir notre argent dehors et ne nous rapportent rien du tout, à part nous amener des poubelles, de nous amener des trucs. Donc, il va falloir, je pense, que les autorités regardent un tout petit peu ce côté-là. On ne peut pas fermer nos frontières en disant oui, on n'importe plus rien au Sénégal, mais on doit réglementer les importations. Qu'on n'ouvre pas notre marché comme ça. Parce que si on le fait, tout ce qu'on fait pour avancer, cette importation massive va le bloquer. D'accord. Ces derniers temps, ils ont beaucoup parlé de ces importations, alors ils disent même que la voie du développement agricole n'est toujours pas trouvée, puisque ces importations du riz sont passées de 650 000 tonnes en 2000 à 918 000 tonnes en 2000, soit en valeur de 130 milliards à 207 milliards CFA. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Ça signifie tout simplement que la population augmente. Il y a une croissance démographique. Et que cette population demande du riz. Parce qu'on a cette habitude-là. On ne fait que consommer le riz au Sénégal. Tout le monde consomme le riz au Sénégal. Et on n'en produit pas beaucoup. Donc la différence est toujours importée. Et nous importons aussi pour un tout petit peu la sous-région. Parce que le Mali fait passer ses importations au Sénégal. Et tout ça, on peut le compter. Des fois, vous pouvez importer. Parce que comme le marché est libéralisé, vous importez tout et n'importe quoi. Et quand vous amenez vos quantités, s'il y a un Malien qui veut acheter, vous le vendez. Et pourtant, vous le payez avec l'argent du Sénégal. Et vous le vendez en CFA. Vous importez un dollar à la banque. C'est des devises que le Sénégal paye, mais au profit des autres pays, comme le Mali, la Gambie, la Mauritanie. Et le Sénégal n'est pas riche pour ça. Donc, tout ça, c'est parce qu'on a trop libéralisé. Cette libéralisation est excessive. On a ouvert nos marchés en exemple en 89. On a dévalué en 94. On oublie très vite au Sénégal. En 94, le plan Sakholoum, c'était ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour serrer, pour essayer d'aider la population avec le régime de Diouf? Plan Sakholoum, vous vous souvenez? C'était en 94. La dévaluation est arrivée en 94. Et depuis lors, c'est au lieu que cette dévaluation nous serve d'exemple pour qu'on change de comportement, pour qu'on ait un plan qu'on amène aujourd'hui, le plan de le PSE qu'on a amené aujourd'hui, on devait le faire juste après cette période. Est-ce que, Président Tal, tout cela ne signifie pas que le Sénégal n'a jamais eu de politique agricole ou une bonne politique agricole qui pourrait produire les résultats escomptés? Oui, le Sénégal avait une très bonne politique agricole à un moment donné. Mais depuis 78 que cette politique a été sabotée. Parce qu'on a commencé à dissoudre les structures comme ONCAD, OSEYAT, SODEVA, toutes ces structures-là qui encadraient les agriculteurs. C'est en 78 qu'on a dissous l'ONCAD, sur instruction, sur demande de Maître Wade étant député à l'Assemblée. Il avait dit à l'époque, on doit dissoudre l'ONCAD qui ne servait à rien du tout, et cette ONCAD-là a déjà même un déficit de 100 milliards. Diouf, étant innocent, a s'élevé pour dire on dissout l'ONCAD. Et cette ONCAD a été mise sur pied par Mamadou Dia à l'époque. Donc c'est Mamadou Dia qui avait pensé cette politique agricole et qu'il avait mis en place. Et Mamadou Dia malheureusement n'a pas vécu longtemps et que cette politique n'avait pas de suivi parce que l'initiateur n'est plus là. Oui. Donc avec cela, cette gestion qui n'était pas très truc, mais
les structures étaient quand même importantes. Il fallait les réformer ou autre, mais il ne fallait pas les dissoudre comme l'avait demandé l'ancien président Wade. Et qu'après cette dissolution, il y a eu la disparition aussi de la Sonacos. Ils ont vendu la Sonacos à un Libanais. Je sais pas quoi là, qu'il est devenu Sunéor. Oui. Et avec ça, voulez-vous que cette agriculture soit là? Non, il n'y a plus d'agriculture. D'accord. Il n'y a plus de structure pour encadrer. D'accord. Voilà. D'accord, M. Tal. Alors, M. Mbaye... Je vais apporter un petit rectificatif. Oui, allez-y très vite. Déjà, il faut dire une chose. Il y a eu des plans de tout temps. Tous les gouvernements qui sont passés, on a beau dire, mais ils ont eu de très bons techniciens. Déjà, dès 2004, il a été adopté la loi d'orientation agricole, agro-silvopastorale, qu'on appelle l'OASP. J'ai vu 2004, donc c'était l'ère d'Abdoulaye Wade. Et ce document, cette loi d'orientation, constitue le cadre légal du développement agro-silvopastoral pour une période de 20 ans. Donc, ça ira jusqu'à 2024. Donc, le président Wade avait bien pensé, d'ailleurs Macky était son premier ministre, ils avaient déjà campé les contours d'une politique agricole. Mais il se trouve que cette vision nouvelle avec le PSE a trouvé que la part de l'agriculture dans la formation du PIB est très faible. Or, il y a 60% des gens qui travaillent la terre. Vu maintenant, le Sénégal a actuellement 13,7 millions d'habitants. En 2030, nous serons 20 millions. Et il y a plus de 60% des jeunes qui ont moins de 25 ans. Et parmi ces jeunes, il y a beaucoup de chômeurs et ces chômeurs ont au moins le niveau secondaire. Donc il n'y a que l'agriculture qui pourrait, si on mécanise, si on met des entrants normaux, qu'il y ait de bonnes recherches au niveau de l'ISRA, d'ailleurs c'est ce qui se fait, parce que je vous ai dit qu'il y a 42 variétés, dont 22 qui sont expérimentées, qui sont actuellement dans la vallée du fleuve, et l'ISRA a réussi une prouesse. Il y a une variété qu'on appelle le Sahel 2017, 2022, bon je ne veux pas me perdre dans les chiffres, mais ce sont des variétés déjà qui résistent aux pesticides, aux insectes, aux variations climatiques, chaleur comme froid, et ont un bon taux de rendement. Donc sur ce plan, le Sénégal est outillé. Et on a assez de terres irriguées. Et il y a une mécanisation qui sera mise en place. Mais pourquoi jusque-là, on n'a toujours pas eu d'investissement substantiel pour le développement de l'agriculture, malgré tous ces programmes mis en place? Le Sénégal n'a pas d'argent. Nous empruntons. Il y a la puissance publique qui fait l'essentiel de l'investissement. Je vous donne un exemple. Quand on analyse correctement le PIB d'un pays, il y a des postes, 16 postes selon ma classification. L'État n'est pas là pour créer de l'emploi ni faire une politique d'investissement créatrice d'emploi. C'est le secteur privé qui aurait dû faire ce travail correctement. Or, le secteur privé sénégalais, c'est vous êtes des traders, il y a beaucoup de travail informel. Et quand on regarde le poids du secteur privé dans le PIB, il y a deux postes qui le montrent. L'EBE, l'excédent brut d'exploitation, et enfin, la formation brute de capital fixe. La formation brute de capital fixe, c'est l'investissement net, les amortissements et autres. Or, la part de la formation brute de capital fixe au Sénégal à l'heure actuelle n'atteint même pas 15%. Et dans le PSE, on prévoit de porter cette formation brute de capital fixe à 35%. En ce moment-là, le secteur privé sénégalais sera fort, aura des moyens et pourra investir. Or, l'agrobusiness que nous voulons mettre en place demande assez de fonds. Donc, c'est des étrangers qui sont là, qui viennent pour essayer de faire un partenariat avec les nationaux. Il y a une chose qui se passe au Sénégal. Est-ce que, M. Mbaye, cet impératif-là, ou plan de rénovation dont vous parlez de l'agriculture, vous ne pensez pas que... Est-ce que cette révolution pourrait prévoir des réserves alimentaires suffisantes pour la population, et même en période de calamité? Non, je vous dis qu'on a mis en place des structures. Déjà, il y a des usines de transformation. Parce qu'il y a 1 600 000 de riz paddy. Le riz paddy, c'est le riz qui n'est pas décortiqué. Or, il y a des outils de production. Vous avez vu la tournée du président. Il y a eu des outils de production, des usines.
pour calibrer le riz, décortiquer, avoir du riz blanc de très très bonne qualité et autres. Il y a des investissements qui sont faits. Et il y a même des hangars déjà pour conserver ce riz. Il restera un problème. Et ce sera votre domaine. Il faudrait prendre des acteurs, ceux qui connaissent le riz. Pourquoi les radars dont on a beaucoup parlé ces dernières années, installés vers Linguère, je crois, on a fait dernièrement un tour à Linguère, mais le constat vraiment, ce qu'on a vu avec les paysans, on voit là où il n'y a même pas de fan d'arachide. Non, je ne suis pas dans le domaine de l'arachide. Je vous dis. Mais on est toujours dans le domaine de l'agriculture. Mais c'est le riz particulièrement qui est un des moteurs. Après, il y a l'oignon, parce qu'il y a des performances qui ont été atteintes avec l'oignon. Ce qui se pose à l'heure actuelle, c'est le problème de commercialisation. Et il faudrait mettre des acteurs qui connaissent le secteur, qu'il n'y ait pas de l'amateurisme, et qu'on les encadre, et que les Sénégalais prennent le temps de se regrouper, mettre ensemble leurs bourses, avoir leur fortune et créer des sociétés viables. Il ne faut pas aller en aparté et faire de l'informel. Il serait temps qu'on mette les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et mieux, pour régler le problème du chômage, je vous dis, ici au niveau du plateau, il y a des jeunes qui ont mis en place des bandes dessinées pour expliquer le retour vers la terre et montrer que l'informel traîner à Dakar, vendre des sous-vêtements et des trucs, ça rapporte peu, qu'on aille vers la terre. Et ce retour vers la terre, j'interpelle le président Macky Sall pour lui dire, nous qui sommes de Dakar, la commune de Dakar, il y a des jeunes qui sont venus voir qui disent qu'ils veulent aller travailler la terre. Il faudrait qu'on trouve un problème d'affectation pour leur donner aussi des terres, les former, parce que ça demande, il y a des préalables, tout ça est prévu. Il y a des écoles de formation sur le plan agronomique, il y a déjà les semences qui sont de très très bonne qualité, et il y a la maîtrise de l'eau. On n'attend plus la pluviométrie pour régler le problème du riz. Au Sénégal, c'est terminé. Et l'autosuffisance... Je crois d'ailleurs que c'est le premier impératif, la maîtrise de l'eau. On a maîtrisé l'eau. Il y a des périmètres irrigués. Il reste même des surfaces qu'on ne peut pas exploiter à l'heure actuelle parce qu'il faudrait que beaucoup de gens y aillent. D'accord. Donc, personnellement, comme je vous dis, je ne dis pas que ça va se faire, même s'il y avait des écarts. Merci. En prévision. Monsieur Tal. Oui. Donc, moi, ce que je voulais apporter comme contribution, je l'ai dit plusieurs fois à travers beaucoup d'émissions, que ce qui nous manque au Sénégal, c'est l'organisation. Il nous faut organiser ce pays-là. On ne peut pas travailler dans l'anarchie. Et depuis la libéralisation de 1989, on a créé, en tout cas, dans le secteur du commerce, une anarchie indescriptible. Dans l'industrie, une anarchie pareille. Dans l'agriculture, pareil. Et ce sont ces trois piliers qui tirent le pays. Tout à fait. Le reste, c'est les assurances, les banques, ils sont organisés. Les téléphonies, c'est organisé. C'est des sociétés tertiaires, ils sont organisés. Oui. Ils ont même ils sont bien organisés. Oui. Mais nous, en tant qu'acteurs économiques, on est dans une anarchie. Tu ne sais même pas quoi faire et comment. Vous ne pouvez même pas avoir une visibilité. Vous ne pouvez rien faire. Vous voulez vous organiser. Vous créez votre société normalement, vous prenez les employés qu'il faut, vous les mettez dans les conditions, vous payez vos taxes, vos impôts. Mais à côté, il y a quelqu'un qui ne fait pas ça et qui vous concurrence. Est-ce normal ça? Non, pas du tout. L'État doit être l'arbitre. L'État doit organiser les secteurs et veiller à l'application de cela. Et si toutefois quelqu'un, parce qu'on n'arrive pas à nous organiser, nous, c'est l'État qui doit mettre une organisation. Et c'est facile. Faire l'état des lieux, voir qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que ça soit organisé et pour qu'il y ait une certaine transparence, une certaine visibilité. Ça, c'est dans l'intérêt de l'État. Parce que l'État, s'il ne le fait pas, il ne peut même pas savoir qui fait quoi et comment. Il ne peut même pas récupérer les taxes, ni les impôts, ni la douane. Je crois que le plan est important, mais l'organisation du pays est beaucoup plus importante que le plan. Le plan, ça sert à aller chercher des milliards. Mais il faut organiser là où vous devez le mettre. Si vous amenez les milliards et vous les mettez dans un endroit, dans un environnement qui n'est pas organisé, vous allez perdre tout cet argent-là et vous ne savez même pas qui l'a amené. D'accord, monsieur. On a parlé pour réussir donc l'émergence à travers l'agriculture, il faut surtout et avant tout la maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau. De l'eau. Et justement, on dit que le Sénégal, d'après les experts, le Sénégal regorgerait d'eau, de surface et même dans son sous-sol. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir faire le nécessaire? C'est-à-dire, c'est cette question-là qu'on se pose. C'est-à-dire, nous attendons des autorités de nous amener, par exemple, les moyens.
comment faire pour gérer cela. Ce n'est pas nous, on ne peut pas le gérer. Oui. Tu ne peux pas te lever toi-même, en tant qu'acteur, aller faire quelque chose dans ce sens-là. C'est l'État. Et ce plan-là, on attend ce plan-là pour ça. Le plan amène les moyens, il y a les ingrédients, il y a toutes les conditions sont là. Oui. Maintenant, pour faire avancer les choses, c'est l'État qui doit dire, bon, on a telle chose, on a ça. Par exemple, pour l'eau, la maîtrise de l'eau. L'eau, est, comme vous le dites, c'est bien quantifié. Mais dans la vallée, on a un fleuve là-bas qui peut arroser tout le Sénégal. Il faudrait investir dans les irrigations. Il faudrait investir dans l'emblavement. Oui. Une fois que c'est fait, il faut maintenant choisir les agriculteurs. Ces agriculteurs ne seront pas des agriculteurs, par exemple, agriculteurs familiales. C'est des agriculteurs professionnels qui vont peut-être faire la production comme il faut et après avoir aussi une structure qui achète cette production-là borchant. Il y a aussi la reconstitution du capital semencier. Là, ouais, qui constitue d'ailleurs un levier important. Ça se fait parallèlement. Mais ça fait un élément aussi. Tout ça, c'est des ingrédients qu'on doit maintenant organiser pour pouvoir y arriver. Parce que c'est l'État qui peut arrêter, siffler la récréation, mais demander à telle personne de faire ça, de demander à l'autre de ne pas faire. Cette organisation revient à l'État. Et nous avons des propositions. On a fait beaucoup de propositions dans ce sens. Et on a même écrit aux autorités pour leur donner notre point de vue. Et on a contribué plusieurs fois dans ce sens-là. Maintenant, c'est à l'État de choisir qui il doit choisir. L'État est en quelque sorte, si c'était une équipe, le coach, c'est le président de la République. C'est lui qui doit dire, voilà cette personne qu'il me faut à tel endroit. Et il a la latitude de choisir cette personne-là, comme il choisit un ministre ou un directeur. Parce que c'est le patron du pays. Il nomme les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et puis, avant de nommer la personne, il faut d'abord le consulter, lui demander qu'est-ce qu'il peut apporter, qu'est-ce qu'il peut faire sur ce poste, ou bien qu'est-ce qu'il pense de ceci ou de cela. Et une fois que il vous donne son accord, vous lui confiez ce secteur-là et vous lui donnez des objectifs. Et vous évaluez avec lui année par année. Et vous surveillez. Et je pense qu'avec ça, on peut construire quelque chose. Mais je vous assure que si on gère seulement le volet seulement production, on peut produire suffisamment. Mais s'il n'y a pas l'organisation qu'il faut, cette production risque de ne pas être traitée, de ne pas être commercialisée. Merci, M. Tall. M. Baye, oui. Allez-y, très vite. Vous êtes de Mourchid, et ça se voit que vous ne regardez pas les autres télés. Les autres télés, c'est-à-dire président RTS, lors de la tournée du président, oui. On a montré les irrigations, oui. La vallée. Non, mais on a suivi l'actualité comme tout le monde. Mais il fallait voir. Donc, en ce moment, nous sommes dans une phase opérationnelle. Le PSE, présenté par le Premier ministre John, a donné des étapes avec des bilans, avec des chiffres à l'appui. Et à des périodes où on pourra voir de manière opérationnelle ce que le PSE réalisera en matière d'agriculture. Donc, je vous dis, il y a des surfaces déjà où l'eau arrive, des surfaces. Mais il y a des préalables aussi. Mais ces préalables sont réglés. Voilà. Il y a des... On a réalisé beaucoup de projets hydrauliques au niveau du fleuve. Et déjà, pour accélérer la transformation du secteur agricole d'ici 2017, l'État est en train de mettre en place des forages agro-pastoraux et aménager encore des milliers et des milliers d'hectares de terre. Déjà, il y a des fermes intégrées et il y aura des fermes villageoires modernes et on prévoit au minimum presque 200-300 000 emplois qui vont être créés. Donc, dans sa politique de création d'emplois, par l'agriculture, Macky Sall va réaliser quelque chose. Maintenant, ce que les gens disent, on n'aura pas une autosuffisance en 2017. Il y a le Rekaham. L'essentiel est de faire, on dit un long voyage, commence par le premier pas. C'est un plan, c'est des projets, c'est des réalisations que nous sommes en train de faire, même s'il y a des écarts. Donc vous n'êtes pas sûr de cette réalisation d'ici à 2017? Je dis ça s'inscrit dans le champ du possible. Il y a les moyens qui sont là. Il y a des phosphates, il y a des engrais, il y a l'eau, il y a la terre, il y a une formation des intervenants sur le terrain. Donc tout cela réuni. Mais ça n'existait pas depuis que le Sénégal est Sénégal. On n'avait pas tout ça. On n'a jamais réussi une politique agricole. Et pour ce qu'il y est de la question de la reconstitution du capital semencier? Mais ça existe, je vous ai parlé de l'ISDA tout à l'heure. Il y a des variétés. 44 variétés, des variétés qui résistent. Parce qu'il s'agit là d'un levier important pour le développement de l'agriculture. Au niveau des producteurs, vous savez qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y a la zone de
l'Anambé, où on cultive. Le fleuve, au niveau du delta, il y a des rendements qui dépassent le rendement mondial. Au niveau du sud, où il y a la pluviométrie en Casamance, il y avait les problèmes des conflits politiques qui avaient retardé. Mais maintenant, il y a des zones où les gens arrivent à cultiver déjà pour leur alimentation. Est-ce que vous avez un petit peu pensé à la zone du Ferlo? Si, le Ferlo est prévu là-dedans. Dans le Ferlo, il y a des transferts d'eau vers le Ferlo. Parce que cette année, après la mauvaise pluviométrie, je vous dis, ne parlons plus de pluviométrie. Ces populations sont menacées même de famine. Mais au niveau de Kédougou. Vous avez déjà effectué ces zones? Je ne suis jamais sorti. Nous, on est allé il y a moins de 2 semaines. De 2 semaines. Mais la situation est catastrophique. Parce que c'était basé sur la pluviométrie. Il va y avoir des transferts d'irrigation vers le Ferlo. C'est-à-dire qu'il y a un plan qui est là mis en place. C'est hardi de vouloir le faire en 2 ans. C'est une gageure. Que Macky réussisse à régler ça en 2 ans, moi j'applaudirais, tout le monde applaudira. Ouais, mais le problème est que là où on arrivera, il y aura des correctifs. Au Sénégal, on veut trop polémiquer sur vous aviez dit, vous aviez dit. Le Wahohet, d'ailleurs, il parle de Wahohet là souvent, ce que j'appelle la palinodie. En français, Wahohet, c'est dit palinodie. La palinodie, il faut savoir l'interpréter. Depuis le 4e siècle, avec les Grecs, un homme politique peut dire ceci et après venir ne pas faire. Vous savez qu'est-ce qui est important? Ce que dit la Constitution. On respecte ce que dit la Constitution. D'accord. Très vite, M. Mbaye, nous sommes presque à terme de l'émission. Alors, que vous inspire le refus de Maître Wade à répondre à l'invitation du président Macky Sall donc à ne pas prendre part au 15e sommet de l'OIF? Moi, je n'apprécie pas cela. Moi, j'aurais souhaité qu'il se présente, qu'il aille même répondre à l'invitation, parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est quand même un ancien président de la République. Oui. On lui a donné beaucoup, le Sénégal lui a beaucoup donné. Et il aurait pu quand même répondre, parce qu'un président de la République n'est pas n'importe qui. Quand il était là-bas, s'il invite quelqu'un à venir le répondre, il vient en courant. C'est ce qu'il faut. En courant, vous avez dit? Il faut respecter l'institution. Mais même s'il s'agit d'un honneur qui lui est fait, il a aussi ses raisons de ne pas pouvoir déférer à cette invitation. Ses raisons, il l'a déjà dit. C'est tout simplement les arrestations et l'interdiction de voyage de certains affaires. Vous pensez que ce n'est pas une raison? Ce n'est pas une raison valable, ça c'est rien du tout. Mais son fils est qui? Son propre fils, son propre fils en prison, comme il a dit, et s'asseoir à côté de celui qui l'a mis en prison? Mais un président de la République, il envoie les fils d'autrui au champ de bataille. On les tue comme des mouches. Un président de la République peut arrêter n'importe qui. Un président de la République peut décréter. Non, c'est une fonction qui mérite quand même qu'on doit, par exemple, avoir des égards. Par exemple, c'est quelqu'un, une fois qu'il est au pouvoir, on lui donne tous les pouvoirs. Et on lui permet de tout faire. Mais ce monsieur, il ne doit pas avoir de fils même. Il ne doit pas avoir ce sentiment-là. Parce qu'il doit considérer tous les Sénégalais comme ses propres fils. Il y a des milliers de Sénégalais qui croupissent en prison depuis des années. Son fils est là, il y a seulement 2 ans, et il y a une raison pour qu'il soit là-bas. Parce qu'il avait géré. Quelqu'un qui gère, il doit rendre compte. Et on lui a demandé de rendre compte avant que même, avant qu'il y ait alternance, il avait refusé de répondre. Au temps où Macky était président de l'Assemblée nationale, on l'a convoqué à l'Assemblée, il n'a pas voulu référer à la convocation. Est-ce qu'il avait le droit de le faire? Donc, il ne l'a pas. Est-ce que ce refus n'est pas de nature à davantage, disons, éloigner le dialogue entre l'opposition et le pouvoir? De qui? Mais ils ne sont pas seuls. Le PDS n'est pas seul dans l'opposition. Il y a aussi d'autres partis. Maintenant, si d'autres partis le suivent, c'est leur appréciation. Mais en tout cas, ils ne doivent pas le suivre sur cela. Parce que lui, si vous vous souvenez bien, au temps où il y avait le Benno Siggil Sénégal, ils avaient appelé des assises. Le président Wade avait dit clairement qu'il ne demande à personne d'y aller. Il n'ira pas et il ne demande personne d'y aller parce qu'il considère même que celui qui va là-bas est considéré comme son ennemi. Ça, il l'a dit, je l'ai entendu. D'accord, monsieur. Alors, très vite, monsieur Mbaye. Personnellement, je ne verse pas. Très vite, s'il vous plaît. Je ne verse pas dans la diatribe et ni dans le dithyrambe. Oui. Mais il y a une chose qui se passe actuellement. La francophonie revêt 2 caractères. Un sommet, espace culturel, économique et politique. Mais aussi, c'est une apothéose pour Abdou Diouf. Rappelez-vous bien, quand Wade a gagné, il a délégué dans les 24 heures Abdou Diouf pour aller le représenter au Congo. C'était la francophonie. Qu'on arrête son fils, il peut avoir un problème avec Macky, mais il a raté une tribune où il pourrait s'exprimer. Il pouvait aller dire je viens, Sargal si Ablaye.
à Abdou Diouf. Mais je ne suis pas venu pour Macky et dire maintenant mon fils tout. Mais sinon, quand ces arrestations, c'est entre la main de la justice. Comme tous les autres Sénégalais. S'ils sont innocents, il n'y a rien. On va les relâcher. Je pense qu'il y a une indépendance de la justice. La chancellerie est là, mais les parquetiers... Vous croyez vraiment qu'il y a une indépendance de la justice? Mais en France, à l'heure actuelle, c'est Taubira qui est venu pour couper ce cordon ombilical. La chancellerie est là. Mais on n'est pas en France, on est au Sénégal. Nous avons une réalité aussi. On a tout copié sur la France. Le droit sénégalais, il n'y a pas de droit sénégalais. On a appris tout par les Français. Et on copie à la lettre ce qu'ils font. On est formé dans leur université. On apprend le droit selon ces gens, ce qu'ils ont fait. Sinon, il n'y avait pas de droit public, droit commercial et tout. Mais pour dire, le plan sénégalais, où je vais conclure, c'est un très bon plan. Très bien exposé, que les gens y adhèrent, qu'on travaille et qu'on avance. Merci, M. Mbaye, d'être passé à Actupo. M. Tall, votre dernier mot, très vite. Bon, mon dernier mot, c'est de demander à tous les Sénégalais de soutenir ce plan, qui est un plan quand même extraordinaire. Mais je demanderai aux autorités aussi de travailler avec ceux qui savent, ceux qui sont dans le secteur. Et écouter peut-être ceux qui ont une certaine expérience et essayer de mettre en application une organisation de la filière. Parce qu'on ne peut pas travailler dans l'anarchie, on ne peut pas construire une agriculture dans l'anarchie. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est mon dernier mot. D'accord. Voilà. Voilà. C'en est tout pour ce 51e numéro d'Actupo qui avait le plaisir d'accueillir sur son plateau donc M. Moussa Fatal. Il est le président du mouvement des importateurs et commerçants des denrées de première nécessité au Sénégal. Encore grand merci d'être passé à Actupo. Avec nous aussi, il y avait M. Sanou Mbaye. M. Sanou Mbaye est économiste de formation, membre également de l'APR, grand cadre donc à APR Plateau. Merci M. Mbaye d'être passé à Actupo. Merci, je salue à vous aussi de nous avoir invités. Merci, c'est un plaisir. Et je remercie aussi M. Dal pour sa bonne compréhension et sa participation. Voilà. Merci à vous également, mes téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous. À toute l'équipe qui gravite autour de cette émission, un grand merci à vous. Portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur Radio-Télévision Mourchid. Au revoir.